Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette capsule sur le chiffrement asymétrique. C'est la suite de l'introduction à la cryptographie. Au dernier cours, on a vu le chiffrement symétrique et maintenant, pourquoi pas s'attaquer au chiffrement asymétrique. Petit rappel sur la cryptographie symétrique. Si on se souvient, le code de César et les autres algorithmes qui ont vu le jour, le AES, le DES, ce qui est important, c'est que les clés soient longues. On voulait des longues clés. Et les clés doivent aussi être aléatoires. Le fait de sélectionner un mot qui se répète ou un texte n'était pas assez. On veut de l'aléatoire. Et les clés ne doivent pas être réutilisées. On veut s'assurer que pour chaque message, on utilise une clé différente. Mais le problème important relié à la cryptographie symétrique, c'est que l'échange de clés devient très problématique. Si on se souvient, les banques, les gouvernements, le grand public veut protéger les données en les chiffrant avec la cryptographie symétrique, mais ils veulent échanger les clés pour pouvoir donner accès à l'information confidentielle contenue dans les documents chiffrés. Et donc, l'histoire de la cryptographie asymétrique maintenant. En 1975, Diffie de Stanford met en place le concept de clé asymétrique. C'est quand même récent. En 1976, Hellman de Stanford met en place le mécanisme d'échange des clés. Et en 1977, Rivet du MIT s'occupe des mathématiques derrière le RSA qu'on va voir tout au long de cette capsule-là. Donc après un an d'efforts. Et parallèlement à cet effort-là de la cryptographie asymétrique qui est demandé partout à travers la planète, il y a aussi la Grande-Bretagne, le GCHQ pour le Government Communication Headquarters, qui travaille aussi sur des solutions. Donc Ellis en 69 met en place le concept de clé asymétrique, Cook en 73 qui prouve les mathématiques, qui conçoit les mathématiques derrière le RSA, et Williamson en 74 qui met en place le système d'échange des clés. Et c'est seulement en 1997 que ce système-là est déclassifié, donc qui est libéré au grand public. L'échange des clés. En 1976, il y a Diffie-Hellman-Merkle qui se rend compte que le partage des clés n'est pas forcément nécessaire. Un exemple que je vais vous montrer à l'instant, un exemple du mélange de peinture. Et aussi un autre exemple mathématique, donc l'arithmétique modulo. Commençons avec un exemple simple de mélange de peinture. On a deux utilisateurs, Alice et Bob, qui veulent justement échanger une clé secrète. Mais là, entre Alice et Bob, peut-être que la NSA ou d'autres institutions sont en train d'écouter et ils veulent récupérer la clé secrète pour pouvoir briser le code, les messages secrets envoyés entre Alice et Bob. Ça commence par le fait de sélectionner une couleur de peinture commune. Par exemple, dans ce cas-ci, Alice et Bob se sont entendus sur la couleur jaune. Par la suite, Alice va sélectionner une couleur secrète, aléatoire sûrement, et la même chose va être faite du côté de Bob. Donc on a la couleur orange et la couleur vert aqua du côté de Bob. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mélanger ces couleurs-là. On peut voir que Alice a sa nouvelle couleur, qui ressemble un peu à un brun beige, et que Bob arrive avec un bleu. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que c'est cette couleur-là qui va être échangée, et non pas la clé secrète. La couleur qui a été mélangée de Alice va être envoyée à Bob, et Bob va prendre sa couleur mélangée, va l'envoyer à Alice. Et par la suite, Alice va utiliser sa couleur secrète, la mélanger avec la couleur de Bob, et ça va donner justement une couleur qui est un genre de vert. Et Bob va faire la même chose avec la couleur mélangée de Alice, qui va mélanger avec sa couleur secrète, et les deux vont arriver à une couleur secrète commune, sans avoir eu à échanger de l'information confidentielle. Vous voyez la magie derrière cet échange d'informations secrètes sans avoir eu à envoyer l'information secrète. On peut faire sensiblement la même chose en mathématiques grâce au modulo. L'échange des clés Diffie-Hellman, cette fois-ci avec des mathématiques. Au centre, on peut voir qu'il y a le 7 exposant x modulo 11 qui va être commun à Alice et Bob. Donc, ils vont s'entendre sur une formule modulo de chaque côté. Donc, Alice va prendre cette formule-là et va avoir sélectionné un chiffre secret qui est le 3 entre parenthèses pour Alice. Alice va pouvoir faire 7 exposant 3 modulo 11 et ça va donner le chiffre 2.
Et Bob va faire la même chose de son côté, sauf que son chiffre secret ne sera pas le même. Dans ce cas-ci, c'est 6. 7 exposant 6, modulo 11, ça donne 4. Alice va envoyer son résultat 2 à Bob, et Bob va reprendre la formule, quelque peu modifiée, donc il va faire le 2 exposant 6, 6 étant la clé secrète de Bob, modulo 11, et ça va donner 9. Et Bob va faire la même chose, il va transférer sa valeur 4 à Alice, et Alice va intégrer le 4 à l'intérieur de la formule, donc 4 exposant 3, qui est la clé secrète de Alice, modulo 11, et ça va donner 9. Et ce qu'on peut voir, c'est que Alice et Bob arrivent au même nombre, la clé secrète 9. Donc encore une fois, c'est le même principe qui est utilisé en mathématiques grâce au modulo et grâce à l'exercice sur la peinture. Maintenant, chiffrement et déchiffrement asymétrique. Ce qu'on peut voir dans ce cas-ci, c'est que Alice désire envoyer un message secret à Bob. Donc Bob a une paire de clés. Il y a une clé publique et une clé privée. La clé privée, c'est elle qui est en or, qui a le plus de valeur. Donc Bob va envoyer seulement la clé publique à n'importe qui aimerait lui envoyer un message. Donc il envoie sa clé publique à Alice. On l'appelle publique parce qu'on peut l'envoyer au grand public. Alice va prendre le message, utiliser la clé publique de Bob pour chiffrer le message. Et ça va nous donner un message chiffré. Et par la suite, ce message-là va être envoyé par Internet, dans une lettre, dans un courrier. Et par la suite, ce message-là va être envoyé par Internet, dans une lettre ou peu importe, sur une clé USB, et va être envoyé à Bob. Et Bob va utiliser sa clé privée pour déchiffrer le message. Et finalement, Bob va pouvoir revenir au message que Alice a composé pour lui. Donc on peut voir que comparativement au chiffrement symétrique, dans ce cas-ci, on a besoin de deux clés et ces clés sont différentes, une clé publique et une clé privée. La cryptographie asymétrique, donc la clé de chiffrement est inutile pour déchiffrer le message. En utilisant la clé publique, on peut chiffrer le message, mais on ne peut pas déchiffrer le message. Et donc, comment générer une paire de clés publiques et de clés privées? Encore une fois, c'est le RSA, c'est un système mathématique développé en 1977. RSA pour Rivet Ron, Shamir Hadi et Adelman Leonard, trois chercheurs en cybersécurité ou en cryptographie. Maintenant, je vais vous présenter un petit exemple de comment on fait pour arriver à générer des clés publiques et des clés privées. Et ceux qui sont aventureux et qui aiment les mathématiques pourront, bien évidemment, tenter l'expérience de leur côté. Choisir aléatoirement deux gros nombres premiers P et Q. C'est la première étape. Puis une fois qu'on a ces deux gros nombres premiers P et Q, on va calculer n. Donc on va faire P fois Q qui nous donne n. Puis après ça, on veut calculer le phi de n. Et pour y arriver, on va prendre P, le nombre premier, moins 1, multiplié par Q, le nombre premier, moins 1. Puis on va choisir E tel que E et phi de n sont copremiers. Donc le plus grand commun diviseur, c'est 1. Et que 1 est plus petit que E, qui est plus petit que phi de n. Puis finalement, on va calculer D tel que D fois E modulo phi de n est égal à 1. Donc ça demeure quand même assez théorique. Maintenant, un petit exemple avec des nombres. On choisit deux nombres premiers, P, 3, qui est un nombre premier, et Q, 11, qui est aussi un nombre premier. Donc on imagine que ces nombres premiers-là seront beaucoup plus grands dans un cas réel, mais cette fois-ci, des petits chiffres s'avèrent intéressants pour fin de démonstration. Et donc on va faire 3 fois 11, la multiplication, qui donne 33. Donc on a n est égal à 33, qui est le module de chiffrement. Puis après, on veut calculer phi de n. On va faire 3 moins 1, multiplié par 11 moins 1. Donc ça nous donne 2 fois 10, qui est égal à 20. Et on choisit E est égal à 3, qui est premier avec 20, comme exposant de chiffrement. Et l'exposant de déchiffrement est D est égal à 7, l'inverse de 3 modulo 20. En effet, ED est égal à 3 fois 7, qui est équivalent à 1 modulo 20. Donc, la clé publique d'Alice est n,e, donc 33,3, et la clé privée est n,d, donc 33,7. La clé publique EN, la clé privée DN.
La prémisse étant donné E et N, il semble impossible de calculer D sans d'abord factoriser N. Puis ce qu'on dit, c'est que présentement, N devrait avoir une longueur de 2048 à 4096 bits. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Puis l'algorithme le plus connu, GNFS, prend un temps exponentiel sur le nombre de bits de N. Donc N, plus N est grand, plus ça devient difficile de retrouver cette clé-là. Et ça prend un temps exponentiel. Donc la courbe exponentielle qui augmente le temps de traitement de façon exponentielle. Et pourquoi aujourd'hui on veut 2048 à 4096 pour bien sécuriser les informations? C'est que de 92 à 2007, il y a eu le RSA Challenge. Ceux qui réussissaient à craquer les clés de 576 bits, 640, 704, 768 se méritaient des prix en argent. Donc on peut voir dans cette diapositive-là que plusieurs clés, longueur de bits, ont été craquées. Et demeure que le RSA 895 bits est encore solide, le 1024 aussi, le 1536 aussi, et le 2048 aussi est toujours solide. Et il y avait un prix de 200 000 $ offert si quelqu'un réussissait à justement craquer le RSA 2048. Mais c'est toujours pas le cas. Donc plus la clé est grande, moins on a de chances de se faire craquer. Et plus la clé est grande, plus ça prend de temps pour craquer, donc de façon exponentielle. Maintenant, la performance pour le RSA. Le problème de CPU avec RSA versus le DES. Si on se souvient, le DES qui est un algorithme symétrique, le RSA asymétrique. Donc, il y a un problème de performance au niveau du RSA. Avec la clé publique, la clé privée, c'est pas nécessairement super performant. Ça règle vraiment le problème d'échange de clés, mais c'est pas performant. Comparativement au DES qui est beaucoup plus rapide. Donc, par exemple, sur le web, quand vous échangez des données via un serveur HTTPS sécurisé, on va utiliser le RSA pour échanger les clés de session. On pouvait le faire de façon efficace et sécuritaire, mais par la suite, une fois que les clés sont échangées, l'échange d'informations sécurisées en HTTPS va se faire via un algorithme symétrique et non asymétrique. Le RSA peut aussi être utilisé pour signer des documents. Donc, par exemple, signer des PDF ou signer des clés ou des certificats sur le web. Donc, en allant sur le site de Adobe, j'ai bien vu qu'il supportait la norme RSA pour signer des documents et la norme X509 qu'on va voir dans une prochaine capsule. Donc, si je veux signer un document et m'assurer que c'est vraiment une personne en particulier qui a créé le document, donc le document peut être signé et par la suite, moi, je peux vérifier la validité de la signature. Donc un algorithme de signature, c'est un algorithme qui produit une signature numérique lorsqu'on lui fournit un message et une clé privée. Donc il y a une signature qui va être générée. Puis après ça, on va pouvoir vérifier cette signature-là. Donc l'algorithme accepte ou rejette une signature numérique après avoir vérifié la clé privée, publique et le message. Donc si je reçois un message qui a été chiffré, qui a été signé, moi je pourrais vérifier que la signature est bonne et que ce message-là provient vraiment de la personne me l'envoyer et non pas d'une tierce partie. Donc dans ce cas-ci, je suis allé sur le site de AWS, de Amazon, et il y a un tutoriel qui explique comment utiliser la signature RSA 2048 pour vérifier l'instance, l'identité de l'instance. Donc, il y a toute une procédure pour pouvoir s'assurer que l'instance est vraiment signée par la bonne personne. Et pourquoi pas faire une petite démonstration? Je vais ouvrir Git Bash et on va lancer une suite de commandes OpenSSL pour vous démontrer comment créer un certificat, comment signer un document et comment chiffrer un document. Avec le RSA, il semble maintenant facile d'échanger nos clés publiques. Mais comment Alice fait-elle pour être certaine qu'elle obtient bien la clé publique de Bob et non pas celle d'Eve? Donc, il y a l'attaque de l'homme du milieu. Donc, on peut imaginer qu'il y a peut-être quelqu'un au milieu qui est capable de déchiffrer le message et de le chiffrer avec sa clé. Pour terminer, j'aimerais faire un petit compte-rendu des caractéristiques du chiffrement symétrique et asymétrique. Donc, sous forme de tableau, ça va nous permettre de comparer les différences. Si on se souvient, la clé symétrique, c'est la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement. Donc, il faut que j'envoie ma clé de chiffrement et de déchiffrement
au récepteur de mon message. Tandis que asymétrique, on a une clé pour le chiffrement et une autre pour le déchiffrement, donc d'où la clé publique et la clé privée. D'un côté, symétrique, c'est rapide, la vitesse de traitement, mais asymétrique, c'est plutôt lent. La taille du message chiffré, côté symétrique, c'est habituellement la même taille, et asymétrique plus gros que le message à chiffrer. L'échange des clés, symétrique, c'est un gros problème, mais asymétrique, ça semble ne plus être un problème. Utilisation maintenant, symétrique, chiffrement et déchiffrement, donc on veut s'assurer que le document demeure confidentiel. Et asymétrique, on peut chiffrer, déchiffrer, donc on peut s'assurer que le document reste confidentiel, mais on peut aussi signer des documents grâce à ce système de clés. Donc ça va nous assurer de l'intégrité du document et de non-répudiation, donc de s'assurer que c'est vraiment telle personne qui m'a envoyé le message. Maintenant, le nombre de clés nécessaires, symétrique, c'est mettre au carré le nombre de participants. Donc, pour une entreprise de 5000 employés, il faudrait environ 25 millions de clés. Donc, ça devient très, très difficile de gérer toutes ces clés-là. Et asymétrique, c'est équivalent au nombre de participants. Donc, sur Wikipédia, vous allez trouver qu'il y a un portail entièrement dédié à la cryptographie et au chiffrement. Par vous-même le monde merveilleux de la cryptographie et du chiffrement. Le mot de la fin. Si vous avez apprécié ce tuto, un petit pouce en haut est toujours apprécié. Si vous aimez la cybersécurité et la programmation web, cette chaîne est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et cliquez sur la petite cloche, vous serez informé des nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.